Quand j'étais étudiant en histoire de l'art à l'école du Louvre, ma spécialité c'était les arts asiatiques et en particulier l'art chinois. Et j'ai ensuite suivi des cours de langue chinoise au Langzhou à l'INALCO. Et à partir de ce moment-là, l'art chinois est devenu aussi ma spécialité. Alors comme beaucoup de jeunes qui étudient l'art et la civilisation de la Chine, j'avais très envie de poursuivre cet apprentissage en me rendant en Chine. Donc ça a été possible à la suite de la fin de mes études et de mon service militaire. J'ai pu avoir la possibilité d'avoir une bourse qui m'a permis d'étudier pendant 2 ans en Chine, à Hangzhou, à l'Académie des Beaux-Arts de Chine, et puis ensuite à l'Université de Pékin. J'ai d'abord été étudiant à l'Académie des Beaux-Arts à Hangzhou. C'était une expérience pour moi évidemment très riche. J'insisterai juste sur un point qui est que l'Académie des Beaux-Arts, c'est un lieu où l'art est vivant. La plupart des étudiants sont des étudiants en art qui se destinent plus tard à la peinture, à la vidéo, à la sculpture, que sais-je. Et une partie des étudiants se destinent à devenir des historiens de l'art. Et c'était mon cas. Et cela est une grande différence avec l'apprentissage de l'histoire de l'art en France, puisque souvent les étudiants en histoire de l'art, que ce soit à l'école du Louvre, que ce soit à l'université, à la Sorbonne, comme c'était aussi mon cas, eh bien les étudiants en histoire de l'art sont plus éloignés des étudiants en art. Et donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement enrichissant. J'ai surtout été responsable de collections de peintures chinoises, peintures modernes en particulier. Et c'est principalement dans ce domaine que je prolonge mes recherches. À mon retour en France, j'ai pu approfondir un domaine extrêmement intéressant qui est les échanges artistiques au XXe siècle entre la Chine et la France. Ici, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant entre la Chine et la France qui s'est passé sur une durée de presque un siècle. Et c'est justement à ça que j'ai consacré beaucoup d'expositions, de recherches. En ce moment, une exposition au musée qui s'appelle L'encre en mouvement, une histoire de la peinture chinoise au XXe siècle. C'est une exposition qui est intégralement conçue et pensée à partir des collections du musée Tchernouski. Alors, il faut savoir que le musée a commencé à s'intéresser à l'art moderne et contemporain chinois, en particulier à la peinture, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il possède aujourd'hui l'une des plus importantes collections en Europe dans ce domaine. L'exposition met en avant cette question du mouvement. Il faut entendre par mouvement le voyage des artistes. En effet, les artistes chinois au XXe siècle se sont vraiment rendus d'un continent à l'autre. Au début du siècle, les échanges intra-asiatiques sont très nombreux, en particulier entre la Chine et le Japon. Et puis ensuite, entre la Chine et l'Europe, tout particulièrement la France. Et puis dans la deuxième partie du siècle, il y aura des échanges avec la Russie, avec les États-Unis, et à partir du moment de la réforme de Deng Xiaoping, on peut dire des échanges dans toutes les directions. L'autre question importante que l'on peut voir à l'intérieur de cette exposition, c'est le mouvement même du pinceau et de l'encre. Nous avons voulu que le public puisse vraiment comprendre, s'approcher au plus près du geste des artistes. Et c'est pour ça que nous avons cherché, parallèlement à la sélection des œuvres, nous avons cherché des films d'archives où l'on voit les artistes en train de peindre.
ce qui permet aux visiteurs de pouvoir, par exemple, regarder des peintures de Zhang Datian, de la collection, et de voir un film où Zhang Datian est en train de réaliser une peinture quasiment sous nos yeux. Les collections d'art chinois dans les musées en France, elles sont riches et elles sont aussi un petit peu partagées entre différentes institutions. Effectivement, les ressources sont très nombreuses pour les chercheurs qui s'intéressent à l'art chinois en France. Pendant la période qui a précédé, disons depuis que j'ai pris la direction du musée Tchernouski, en 2015, nous avons pu mener des projets très intéressants avec les musées chinois, en particulier avec le musée de Shanghai. Nous avons fait une exposition qui concernait les parfums en Chine, la culture de l'encens en Chine depuis les Han jusqu'à la dynastie des Qing. Un projet aussi qui a eu beaucoup de retentissement auprès des visiteurs français. Et puis ensuite, nous avons refait ce parcours permanent des collections pour permettre au public de découvrir l'histoire de l'art chinois de manière très complète, depuis le néolithique jusqu'au XXIe siècle. Au cours de ces dernières années, l'un des principaux projets du musée, d'ailleurs peut-être le principal projet du musée, a été de rénover ce parcours permanent des collections. Pourquoi? Parce que finalement c'est ici, à l'intérieur des collections du musée, que les jeunes élèves français peuvent véritablement apprendre avec les conférencières du musée, avec leurs professeurs, et découvrir l'histoire et l'art de la Chine. Alors ici, nous avons opéré plusieurs changements pour pouvoir justement présenter au mieux l'histoire de la Chine. Nous avons déjà fait des choix pour que toutes les périodes soient bien représentées. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement un panorama de la Chine antique, mais que vraiment toutes les périodes, y compris les périodes prémodernes, modernes et contemporaines, aient toute leur place à l'intérieur de cette collection. Et aussi quelque chose de très important, c'était de pouvoir montrer comment les différents pays d'Asie orientale ont eu des échanges culturels très nombreux. Alors effectivement, le musée Tchernouski, il est dédié à 4 pays d'Asie orientale. Il y a donc la Chine, la Corée, le Japon et le Vietnam. Et à l'intérieur de ce parcours permanent, les visiteurs peuvent découvrir, à travers des vitrines particulières qu'on a appelées des vitrines grand angle, ils peuvent découvrir les échanges à telle ou telle période de l'histoire. Je me suis toujours intéressée à la cuisine. Quand j'étais petite, j'étais très gourmande et j'adorais faire la pâtisserie. Je pense que j'ai commencé à l'âge de 4-5 ans. J'ai reçu pour Noël un coffret de pâtisserie avec un moule et un petit rouleau. Ça m'a rendu complètement dingue, j'adorais ça. Et je pense que vers 10 ans, j'ai commencé à faire du salé, à faire le repas, parce que ma maman travaillait la nuit. Le matin, elle devait se lever pour nous faire à manger le midi quand on rentrait de l'école. Elle était toujours très fatiguée et une fois, j'ai essayé de faire le repas pour la laisser dormir. J'ai allumé le gaz et j'ai cuit du riz avec du thym que j'étais allée chercher dans le jardin. Et j'étais hyper contente. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire beaucoup de petites choses à la maison. C'était des choses très simples, très enfantines, très traditionnelles, françaises.
J'ai commencé à m'intéresser par les livres à la cuisine asiatique, cuisine exotique, parce que mes parents voyageaient beaucoup. Et puis après, la vie a fait que j'ai rencontré Chihua. Et puis, on a vécu ensemble à Hong Kong, donc où j'ai travaillé en cuisine chinoise. Et quand on est revenu en France, on a donc créé ce concept de Yamcha. Une cuisinière française qui fait un petit peu de cuisine chinoise. C'est pas une vraie cuisine chinoise, c'est une inspiration, c'est quelques touches. J'aime beaucoup les assaisonnements chinois, j'aime beaucoup les techniques, notamment le wok, la vapeur. J'aime aussi beaucoup les marinades qui sont très importantes en cuisine chinoise. Et ça, j'essaie d'introduire ça dans ma cuisine. Le thé, c'est avant tout la passion de Chihua, moins la mienne, mais grâce à lui, j'ai pu découvrir beaucoup l'univers du thé. Et on a eu vraiment des super expériences de dégustation en campagne chinoise ou même à Guangzhou, où on a passé beaucoup de temps à déguster. Et on a trouvé ça très intéressant. Et en fait, on s'est dit pourquoi pas on n'apporterait pas cette boisson magnifique en parallèle à la cuisine de Yamcha, parce qu'on y trouve une certaine harmonie en fait, et on trouvait que c'était aussi intéressant d'amener cette scène de thé à Paris. La joie est une boisson qui est quand même très agréable puisque c'est doux, parce qu'il y a aussi le thé qui est assez dense. Les Français, ils aiment bien le côté sucré, très doux, etc. Mais en même temps, il y a le goût de thé qui est très prononcé. Quand on a commencé le restaurant, on essayait de trouver un nom. C'est Aline qui a trouvé ça, que je voulais aussi que les gens apprécient le thé qu'on fait. Donc j'ai dit pourquoi pas de Yamcha. Et comme c'est ma culture de cantonais, c'est important le matin quand on boit un thé et manger les dim sum, d'avoir le thé et la nourriture. Pour moi, ça avait un sens de coup de cœur parce que j'ai adoré faire Yamcha à Hong Kong. Ça me rendait folle. Le monde des dim sum avec les chariots et les siu mai, les wonton, les hakao, fanko, wow, ça me rendait complètement dingue. Et le monde des dim sum est techniquement, pour une jeune Française, ça paraît impénétrable, c'est de la magie et c'est un savoir-faire unique de la Chine, très précieux. Et j'adore, j'adore l'univers des dim sum. Je pense que j'ai toujours été impressionnée par la cuisine des fruits de mer à Hong Kong. À Sai Kung, par exemple, tu as beaucoup marqué ce qui va devenir ma cuisine maintenant. J'ai appris ça beaucoup par moi-même parce que j'ai beaucoup observé. J'ai appris ça grâce à Chihua qui m'emmenait manger dans les restaurants. J'ai appris par mon goût aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dedans. On voyage assez souvent en Chine, quoi, avec Lina, surtout que ma famille à Hong Kong, au moins 2 ou 3 fois à Hong Kong et en Chine, pour chercher mes thés ou les matériels. Je suis restée seulement 2 ans et demi. Avant toutes ces histoires de Covid, on voyageait pratiquement chaque année. On passait par Hong Kong et la Chine. On a beaucoup voyagé en Chine.
toutes les cuisines de la Chine. Les régions du sud-ouest de la Chine m'ont aussi beaucoup apporté. Tous ces souvenirs me nourrissent au quotidien pour trouver de l'inspiration. Bao, en fait, c'est une création que j'ai faite. J'ai fait ça en 2014. Je suis toujours très inspirée par ce que j'ai envie de manger. J'ai commencé à faire du pain vapeur, une petite brioche nature pour servir au restaurant Yamcha. À la fin, on mangeait le reste de brioche avec le personnel, avec le fromage. J'ai mangé du pain vapeur avec le Stilton, comme ça, après le service, parce que j'avais faim. Je me suis dit, mais c'est trop bon. Et c'est comme ça que le Bao Stilton est né. Notre production est très artisanale, de même qu'à l'intérieur, les farces, on va toujours utiliser des produits français, des produits de saison, des légumes de saison, en agriculture raisonnée ou même voire biologique. Et on fait très attention à la qualité de ce qu'on met dedans, vraiment des produits en équivalence à la qualité du restaurant Yamcha. Il faut y retourner pour aller chercher un peu d'inspiration et de plaisir parce que c'est toujours un voyage gastronomique, culinaire énorme, la Chine, et je pense que ça a beaucoup changé. Et je suis curieuse de voir l'évolution après Covid. Ça doit être... Il y a certainement beaucoup de changements et oui, j'aimerais bien retourner, bien sûr. J'ai fait un échange de 6 mois à l'Académie des Beaux-Arts de Pékin. Par contre, comme la Chine m'intéressait beaucoup, j'ai décidé d'y retourner de manière libre, ça veut dire sans contrainte, après mes études en 2016. J'ai beaucoup observé, j'ai essayé de participer un petit peu à la vie, j'ai beaucoup travaillé sur la langue aussi, j'ai essayé d'apprendre l'écriture, parce que je pense que le chinois c'est une langue qui est assez facile à apprendre à l'oral, on arrive assez vite à comprendre, à communiquer. Par contre, lire, écrire, je pense que c'est vraiment ça qui permet de rentrer dans la culture chinoise. La culture chinoise m'a intéressé dès la 2e année des Beaux-Arts parce que j'avais un intérêt pour la linguistique. La connaissance de langues très différentes, pour moi, permettait d'avoir une réflexion sur l'acte de peindre. J'ai décidé que j'allais apprendre une langue très différente du français, très différente des langues occidentales, indo-européennes. Il y a beaucoup de films chinois qui m'ont marqué, des livres chinois qui m'ont marqué. J'ai également rencontré des amis chinois à Beaux-Arts qui m'ont donné envie de comprendre un petit peu mieux.
Toute cette pensée chinoise, tout ce que j'ai vécu en Chine, l'expérience de voyage en Chine, l'expérience de la communication, l'expérience de l'espace aussi, parce que bon, c'est vrai que c'est un pays immense, qu'il faut traverser en beaucoup plus de temps qu'on traverse la France. Ça m'a marqué assez profondément, mes lectures aussi de philosophes, de toutes les peintures que j'ai vues là-bas m'ont marqué assez profondément. C'est des choses qui sont dans ma tête, qui ont participé à ma réflexion picturale, notamment sur le mouvement en peinture. Je pense que j'ai été assez sensibilisé artistiquement à la question du vide, du plein, de l'inachevé, en regardant de l'art chinois, en lisant des textes sur l'art chinois. Je pense que tous ces artistes chinois qui ont étudié en France et qui ensuite sont revenus en Chine, c'est assez intéressant parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses qui viennent de la France en Chine. Et je pense qu'ils ont essayé de modifier l'enseignement des écoles, ils ont essayé de modifier aussi le rapport à l'art des étudiants chinois. Mais surtout, je pense que ça a participé à une vague beaucoup plus importante, surtout de la jeunesse chinoise, d'une curiosité vis-à-vis de la culture occidentale, de l'art occidental et de la France. Les Chinois, souvent, connaissent quand même beaucoup plus la France que les Français connaissent la Chine. Quand on discute avec des artistes chinois jeunes, ils connaissent tous les philosophes français, ils connaissent tous les artistes français contemporains. En France, on connaît beaucoup moins la Chine. Je trouve que c'est un peu un avantage que les artistes chinois contemporains, que la Chine en général a sur l'Occident. Ça veut dire qu'il y a quand même une vraie curiosité, une vraie connaissance. Le fait que les artistes français aillent beaucoup plus en Chine et s'intéressent beaucoup plus à la Chine, c'est quelque chose de très très sain pour pas rester coincé dans une espèce d'image idéalisée de la France, de ce qu'est l'art. Il y a beaucoup d'expériences artistiques très intéressantes. Je pense qu'en Chine, il y a une vraie scène artistique qui est très dynamique, avec des artistes qui se questionnent vraiment sur le nouvel espace numérique, l'urbanisation, la transformation de la nature, les nouveaux médias, qui sont des réflexions qu'en fait on a beaucoup moins en France parce que c'est venu beaucoup plus lentement, quoi. Tout ce qui s'est passé en un siècle en Europe, s'est passé en 20 ans. Ça veut dire qu'en fait, même si on reste 2 ans, 3 ans, 4 ans en Chine, on voit des changements, que ce soit dans les mentalités, dans les idées. Déjà, ça va très très vite. En Chine, il y a cette espèce d'impression de transformation constante. Et ça, je pense que ça m'a vraiment influencé au niveau de mes idées, au niveau de ma conception du monde, du temporel, ça veut dire du qu'est-ce que le passé, le présent et du futur. Et je pense que c'est quelque chose qui influence aussi beaucoup ma manière de peindre, parce que du coup, j'essaye d'apporter cette sensation de changement permanent. C'était à la fin de ma 2e année des Beaux-Arts, je pense que c'était en 2013. Et en fait, j'avais commencé à apprendre le chinois depuis 1 an. Pas quelqu'un de très scolaire et théorique, je me suis dit que la meilleure manière de vraiment apprendre la langue, c'était de partir. Donc je suis allé voyager pendant 1 mois au Yunnan. La première fois que j'ai mis les pieds en Chine, c'était quand même très très surprenant parce que bon, je parlais très mal chinois, je comprenais pas grand chose et je m'exprimais assez mal. Mais en fait, le fait de partir pendant tout seul au Yunnan, où personne parle anglais bien sûr, ça fait que mon chinois, au bout d'1 semaine, je parlais déjà beaucoup mieux, parce qu'en fait, il faut manger, il faut trouver la route, voilà. C'était une très bonne expérience, puis j'y suis retourné en 2015 pour un échange de 6 mois à la Central Academy of Fine Arts de Pékin, avec des profs comme Lin Yilin, Qiu Zhejie. Et ensuite, je suis retourné en Chine pour une plus longue période en 2016, après mon diplôme, où j'ai beaucoup voyagé, travaillé. J'ai vécu à Pékin, j'ai vécu à Shanghai, à Hangzhou, et j'ai terminé sur une résidence de 6 mois à Chongqing. C'était assez différent parce qu'en fait, aux Beaux-Arts de Paris, c'est organisé, c'est pas des classes, c'est pas organisé en classe, c'est vraiment organisé en atelier. Et donc on travaille. L'éducation est centrée sur la pratique. En Chine, ce qui est un petit peu différent avec par exemple Qiu Zhejie,
c'est que c'était plus une salle de classe où il n'y avait pas vraiment de gens qui produisaient, qui pratiquaient à l'intérieur. Par contre, le professeur était plus présent et plus investi dans le sens que aux Beaux-Arts de Paris, les professeurs passent, ils disent 2 mots, 3 mots, puis ils repartent, voilà. Alors que là, on avait vraiment des classes de 4 heures où Chu Zhejian nous faisait faire des expériences visuelles, des théories, très dans la réflexion et dans la théorie. J'ai plusieurs envies, ça veut dire j'ai envie de retourner dans les villes où c'est vrai que tous les artistes chinois se trouvent, où ça bouge, notamment Shanghai ou Chongqing, que j'ai beaucoup aimé, qui est une ville très curieuse, qui n'est pas au centre des projecteurs, mais qui est une ville qui est très très intéressante au niveau de l'urbanisme, du rapport à la géographie, et où les artistes ont quand même une grande créativité, je trouve. Ils sont un peu en dehors des chemins battus, et il y a quand même une vraie créativité qui tourne autour de la société, de l'espace, de la ville, beaucoup autour du corps, de la performance. Donc je pense que c'est vraiment la ville dans laquelle j'aimerais retourner. J'aimerais aussi beaucoup aller dans les campagnes. Ça veut dire qu'en tant qu'artiste, on est un peu coupé de la réalité matérielle du monde. Ça veut dire on se trouve dans des villes alors qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes à la campagne, qu'il y a beaucoup de gens intéressants à la campagne. Donc j'aimerais beaucoup aller dans la campagne chinoise. Pendant la résidence de Chongqing, il y a eu un projet de création dans la campagne où l'école des beaux-arts du Sichuan emmenait des étudiants dans un petit village, faire un petit peu ce qu'on voulait, des recherches, des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça très très intéressant d'investir en fait l'espace de la campagne. Voilà, moi je m'étais attaqué à une sorte de structure, une sorte de petite sculpture, une installation qui passait au carrefour entre une rivière et un pont, où les habitants traversaient. Donc les villageois étaient assez touchés de revoir cette carte qu'ils n'avaient pas vue depuis des années de leur école abandonnée, qui se retrouvait là avec une deuxième vie.